Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet santé et nutrition puisqu'on va s'attaquer au gluten. Je vais te donner mon avis sur le gluten, j'ai lu des bouquins sur le gluten. Je ne suis pas moi-même sensible ou intolérant au gluten comme on va le voir, mais j'ai quand même mis quelques dispositions dans ma vie pour ne pas rencontrer de problème avec mon gluten, et je vais donner du coup mon avis sur le gluten en t'expliquant ce que ça fait sur ton organisme concrètement, un peu d'histoire pour savoir pourquoi c'est arrivé là et ce qui peut t'arriver si tu es sensible ou intolérant au gluten et combien de personnes ça touche. Alors, déjà, qu'est-ce que ça fait le gluten sur ton organisme? Alors, le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans le blé et qui va avoir pour conséquence, quand il y en a beaucoup, quand tu en consommes beaucoup, ça va avoir pour conséquence de faire une perméabilité intestinale. C'est-à-dire que ton intestin va être perméable et va laisser passer certaines substances qui ne doivent pas passer habituellement. En fait, c'est comme si tu prends un chinois de cuisine, tu sais, pour égoutter ton riz. Quand tu prends un chinois de cuisine, donc tu mets ton eau de cuisson et le riz, et puis tu récupères que ton riz. Et l'eau, elle va dans l'évier. Quand tu fais ça, tu es content parce que du coup, tu as ton riz qui est égoutté, qui a plus d'eau, et l'eau de cuisson va dans ton évier. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que maintenant, si tu perces ton chinois, tu fais des petits trous dans ton chinois, qu'est-ce qui va se passer? Ton chinois de cuisine, quand tu vas égoutter ton riz avec l'eau de cuisson, il y aura l'eau qui va toujours s'écouler, là il n'y aura pas de problème. Par contre, il y a quelques grains de riz, voire même beaucoup de grains de riz en fonction si ton chinois il est un peu percé ou très percé. Il y a des grains de riz qui vont aller dans l'évier. Et les grains de riz, ils n'ont rien à faire dans l'évier, tu vois. Donc, en fait, le gluten, ça va faire exactement pareil. En fait, ton intestin, il est hermétique, il ne laisse passer que certaines choses. Enfin, il est quasiment hermétique, il laisse passer que certaines choses qui sont bonnes pour lui. Sauf que si tu manges beaucoup de gluten, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser passer plus de choses. Un peu comme notre riz tout à l'heure. Et du coup, au lieu de passer que certaines choses, il va laisser passer beaucoup plus de choses. Et ces choses-là, ils vont aller dans ton sang. Et quand ça va aller dans ton sang, ça va avoir des conséquences sur ta santé. Je vais prendre l'exemple classique de ce qui peut se passer avec le combo lait plus gluten. Donc en plus, le petit déjeuner qu'on nous rabâche sain pour notre santé alors que c'est des conneries, le combo céréales, grand bol de lait le matin. Voilà. Donc le céréal, forcément, c'est avec du blé, donc ça contient du gluten. Donc si tu en manges tous les jours, ça va te faire une perméabilité intestinale. Et en plus de ça, si tu rajoutes du lait, qu'est-ce qui va se passer? Du lait, donc il y a plein de mauvaises choses dans le lait, mais en plus des mauvaises choses qu'il y a dans le lait, il y a un phénomène très naturel, ça s'appelle l'insuline bovine. C'est-à-dire que la vache dans laquelle on a prélevé le lait, elle va être chargée en insuline. L'insuline, c'est quelque chose de naturel, tous les mammifères en ont, et ça permet de réguler le taux de sucre dans ton sang. Donc ta vache, elle a aussi cette hormone-là, donc quand on va extraire le lait de la vache, il va être aussi chargé en insuline. Sauf que cette insuline bovine, quand elle va passer, tu vas la boire, tu vas la digérer, elle va passer dans ton intestin. Sauf que normalement, en temps normal, si ton intestin il est imperméable, qu'il n'a pas de trou dans ton intestin, entre guillemets, c'est pas des trous, mais bon, voilà, je simplifie, l'insuline bovine, elle va passer dans l'intestin et elle va être envoyée à la décharge, donc en gros dans les toilettes, quoi. Sauf que si tu consommes beaucoup de gluten, ton intestin va être perméable, donc il va laisser passer l'insuline bovine, et laisser passer de l'insuline bovine du coup dans ton sang, parce que l'intestin est entouré de sang, donc du coup l'insuline bovine va monter dans ton sang, et sauf que le corps va détecter du coup qu'il y a une présence d'insuline bovine, d'insuline dans ton corps.
Donc ton corps, ton corps, il sait pas forcément que c'est de l'insuline bovine, lui il va juste détecter que c'est de l'insuline. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire l'insuline comme il ferait avec la sienne, comme il faisait avec son insuline. De toute façon, pour comprendre ce podcast-là, si tu sais pas ce que c'est de l'insuline, voilà, ça permet en gros de réguler le taux de sucre dans ton sang, mais ce que je t'invite à faire, c'est de regarder avant mon podcast sur les glucides, tu vas mieux comprendre ce que c'est l'insuline. Mais si tu sais déjà, on poursuit. Une fois que ton corps il a détecté qu'il y avait de l'insuline dans son sang, il va le détruire comme il fait avec son sang, comme il fait avec son insuline. Et le lendemain, tu te prends un grand bol de lait, tu continues, donc tu ramènes de l'insuline bovine dans ton sang, qui est parce que ton intestin est perméable. Et donc ton corps il va encore détruire, voilà, l'insuline. Et en plus, il va fatiguer ton corps. Ça va fatiguer ton corps parce que de détruire de l'insuline tous les jours, ça fatigue ton corps. En plus, cette insuline-là, c'est une insuline bovine. Donc, c'est l'insuline d'une vache. Donc, forcément, l'insuline d'une vache, il est beaucoup plus puissant que l'insuline humaine, vu que la vache est 10 fois plus gros que l'homme. Donc, du coup, son insuline est 10 fois plus puissant parce qu'elle a beaucoup plus de sang que l'être humain. Donc, ça fatigue encore plus ton corps parce qu'il va dépenser encore plus de moyens pour détruire cette insuline qui est beaucoup plus puissante. Et en plus de ça, ça va, en fait, vu que tu as un apport extérieur d'insuline et que c'est pas ton pancréas, normalement c'est lui qui fournit l'insuline, là vu que c'est le lait de la vache que tu manges et que tu bois et que du coup ça entre dans ton sang, forcément cette insuline-là, elle n'est pas créée par ton corps. Donc forcément, ton corps, il va plus se comprendre parce que normalement, c'est lui qui doit créer l'insuline. Donc il va se dire, ouais, on me donne de l'insuline, voilà. Donc du coup, j'ai plus besoin d'en produire. Donc si j'en produis plus, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes de diabète puisque ton corps ne sait plus créer de l'insuline. Et là, le diabète, c'est moins drôle parce que du coup, ça, c'est des traitements à vie. Vu que ton corps ne sécrète plus d'insuline, tu dois t'injecter de l'insuline artificiellement pour détruire le sucre dans ton sang. Donc là, c'est le bazar, concrètement. Et donc ça, c'est le pire des scénarios qui puissent exister si tu fais combo gluten-lait, donc le petit déjeuner qui est conseillé encore actuellement, grand bol de céréales avec du lait. Donc tu comprends bien que le gluten, en fait, c'est très très important, c'est très très néfaste parce que ça te fait une perméabilité intestinale, donc ça laisse passer certains aliments, certains nutriments surtout, qui ne doivent pas passer dans ton sang, et là ils vont passer dans ton sang et ça va avoir des conséquences graves sur ta santé. Ça peut avoir des conséquences graves sur ta santé. Mais bon, voilà. Alors là tu peux me dire, ok, très bien, j'ai compris, ok, le gluten, perméabilité intestinale, ça laisse passer certaines choses, etc. Mais le gluten, alors pourquoi alors on n'a pas eu toujours un problème avec le gluten ? Pourquoi on n'a pas toujours eu un problème avec le gluten ? C'est une question qu'on peut se poser. Sauf qu'en fait, le gluten, il est apparu très très récemment dans notre alimentation. Puisque donc l'homme, pour faire simple, il est né il y a 10 millions d'années. Voilà, les premiers hominidés étaient là il y a 10 millions d'années. Déjà, eux, ils n'avaient pas de gluten puisqu'ils ne savaient pas cultiver le blé, donc ils n'avaient pas de gluten dans leur alimentation. C'était des chasseurs-cueilleurs, ils chassaient, ils cueillaient, terminé. Après, on a eu, il y a 10 000 ans, la naissance de l'agriculture. Donc, avec cette naissance de l'agriculture, on a commencé à cultiver notamment le blé. Donc, on a commencé à avoir du gluten dans notre alimentation, mais c'était une petite partie. Voilà, le blé était très, très peu chargé en gluten. Là où tout s'est accéléré, donc après le gluten a quand même un peu muté voilà, parce que 10 000 ans, il a eu le temps de muter, mais voilà, très peu quand même. Là où ça s'est vraiment accéléré, c'est en 1950. Pourquoi en 1950 ? Parce qu'il y a eu un problème de santé, enfin un problème de famine au Mexique, au Pakistan et en Inde. Et les Mexicains, ils se sont dit, voilà, on a une famine, on n'arrive plus à nourrir notre population. Et comment on fait ? Donc ils se sont dit, on va déléguer ça à un expert dans le domaine, un expert agronome allemand dans le domaine, si je me souviens bien, il était allemand, pour régler la situation et pour pouvoir nourrir la population mexicaine. Et cet ingénieur agronome, il a eu trois pistes de réflexion pour avoir la solution au problème de famine au Mexique. Il a dit, ok, déjà, les Mexicains, vous êtes trop nombreux. Donc, la première solution, c'est de tout simplement laisser mourir les personnes pour
pour voir que les personnes qui restent soient nourries. C'était une première piste de réflexion. Ça a été forcément rejeté par le gouvernement mexicain. Il y a une deuxième piste de réflexion qui était de raser les forêts mexicaines pour du coup faire une culture de blé. Ça a quand même embêté le gouvernement mexicain, donc il ne l'a pas fait. Et s'est dirigé vers la troisième solution, c'est de travailler sur un blé qui soit plus performant pour améliorer le rendement des blés et du coup d'avoir du coup un meilleur rendement, donc de pouvoir sur une même surface nourrir beaucoup plus de monde. Donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait, donc ils se sont dit ok, bon cette piste elle est intéressante, etc. On va le faire. Donc on va avoir un meilleur rendement pour nos blés. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont fait s'accoupler des blés différents. Des blés, il faut savoir que les blés, si tu les combines, bon après je suis pas expert agronome, mais en gros, si tu les combines, tu arrives à prendre, vu que les blés, ils n'ont pas forcément la même race, que c'est comme les chiens, c'est-à-dire que les chiens, ils ont pas tous, c'est tous des chiens, mais ils n'ont pas tous la même race. Il y a certains qui sont petits, certains qui sont grands, etc. Certains qui sont gros, certains qui sont musclés, etc. Et bah les blés, c'est exactement pareil. C'est tous des blés, mais ça n'a pas forcément la même race de blé. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait s'accoupler, par exemple, un blé qui avait un fort rendement, mais qui était très fragile, avec un blé beaucoup plus résistant, qui va résister par exemple au froid, etc. Mais par contre qui a un faible rendement. Et ils l'ont fait s'accoupler. Et du coup, ils se sont arrivés par exemple avec un blé qui avait un fort rendement du père et qui était hyper résistant de la mère par exemple. Même s'ils n'ont pas de sexe, les blés, voilà. Et du coup, ça fait un blé qui est à la fois fort et à la fois résistant. Et du coup, ils sont arrivés avec un blé qui était un peu surpuissant. Parce que du coup, il était hyper résistant, il a un super rendement, donc il était increvable. Et en plus, il rendait beaucoup de blé. Sauf que quand on fait ça, quand on se fait s'accoupler les blés, il y a toujours un indicateur, même si on a toujours été conscient que le gluten, c'était quelque chose de mauvais. Quand on fait ça, en fait, quand on fait s'accoupler les blés, il y a un facteur, il y a 95% qu'on sait ce que ça fait et 5% on ne sait pas ce que ça fait. Et dans les 5%, l'effet secondaire, c'était que ça a fait exploser la concentration de gluten dans nos blés. Et donc les blés mexicains, ils étaient hyper puissants en termes de rendement, mais ils avaient aussi énormément de gluten, énormément chargé en gluten. Je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais c'est de l'ordre de 20 fois plus de gluten dans les blés mexicains que dans les blés juste avant la famine au Mexique. Donc forcément, plus il y a du gluten, plus il y a une perméabilité intestinale. Et plus il y a de perméabilité intestinale, plus on est sujet à avoir beaucoup de pathologies, notamment par exemple le diabète, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc c'est très problématique et c'est aussi très récent parce que 1950 au Mexique, c'est arrivé au Mexique, ils ont réglé leur famine, donc ça a pris 10 ans, ou même 5 ans, et après c'est arrivé en gros en Europe dans les années 70. Et c'est arrivé en masse dans les années 80. Donc tu vois, c'est pas si vieux que ça, quoi. 80, je suis sûr que moi j'étais pas né, mais ça se trouve toi t'étais né, tu vois. Donc 80, c'est pas si vieux que ça. Et du coup, on arrive à avoir un problème sur le gluten, un problème qui est récent, donc on ne sait pas forcément toutes les conséquences. Donc c'est un réel problème parce que en fait, avec ce problème de gluten, tu auras en fait 89% de la population qui va rien avoir. Selon les estimations, il y a 89% de la population, donc quasiment 9 personnes sur 10 qui ne vont rien avoir. Pour l'instant, parce que c'est un problème qui est récent, donc on ne sait pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Pour l'instant, on estime qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne vont pas avoir de problème. Pourquoi ? Parce que de base, ils vont avoir un intestin qui est hyper, tu vois, ils vont avoir quand on reprend la métaphore du chinois de cuisine, admettons leur chinois de cuisine, tu vois, il est hyper dense, et du coup, même s'ils consomment du gluten, etc., ils vont un peu leur chinois va être un peu plus perméable, mais de base, ils ont un très bon, leur intestin est imperméable de base, donc du coup, le fait que ça améliore un peu, que ça amplifie la perméabilité intestinale, ça va pas être trop un problème, parce que ils vont pas avoir énormément de nutriments, etc., qui ne doivent pas se retrouver dans le sang, qui vont passer. Et par contre, si de base, tu as un chinois qui est très peu dense,
et en plus, après, tu rajoutes du gluten, et bah ton intestin, il va être complètement perméable, il va laisser énormément de choses passer. Donc c'est pour ça que certaines personnes n'ont rien, et certaines personnes déclenchent certaines maladies. Donc là, on va aller dans le pire scénario, qui est le cas quand même de 1% de la population française. On parle de la population française. Parce qu'on a tous des cultures différentes. Là, on va parler de la population française. Donc ça te touche directement. 1% de la population française devient intolérant au gluten. Et intolérante au gluten, ça veut dire que dès que tu as de la présence de gluten dans ton alimentation, tu vas déclencher des réactions. Et la pire des réactions qui puissent arriver, et c'est celle qui arrive à 1% des Français, c'est d'être... Il y a énormément de maladies qu'on sait et d'autres qu'on ne sait pas. Pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que le diabète, ça peut être un facteur de cause au gluten, enfin à cause du gluten, mais presque envie de dire, c'est très embêtant, mais c'est le moins grave. Parce que le diabète, on sait quand même vivre avec. On peut s'injecter de l'insuline et vivre avec du diabète. Par contre, les 3 autres maladies que je vais te citer qui sont auto-immunitaires, c'est-à-dire que ton corps va détruire certaines fonctions pour réagir à une agression. Il ne va pas comprendre d'où vient l'agression et en fait, ça vient du gluten. C'est le gluten qui va déclencher ces réactions. Donc, on a en premier la sclérose en plaques, on a aussi la thyroïde d'Hashimoto et aussi la polyarthrite rhumatoïde. C'est 3 maladies différentes, mais qui attaquent certains organes, certaines fonctions de ton corps. Ton corps, il se défend en s'attaquant, en fait. Il pète un plomb, en fait, si tu veux, et il s'auto-détruit. Donc, et ça fait des maladies très très graves, donc diabète, sclérose en plaques, thyroïde de Hashimoto ou polyarthrite rhumatoïde. Voilà. Et quant à notamment ces 3 dernières maladies, ce qu'on va te dire, c'est que c'est pas de bol. C'est que c'est pas de bol, t'as pas de bol, voilà, t'as ces maladies, c'est génétique, tu peux rien. Alors qu'en fait, dans 100% des cas, et je dis bien dans 100% des cas, c'est pas moi je tire pas les chiffres de mon chapeau, c'est des études qui ont été faites, des chercheurs qui ont fait des études, des auteurs qui ont écrit des livres. D'ailleurs, je vais t'en conseiller. Et ils te disent que, par exemple, tu as la sclérose en plaques, tu as la thyroïde de Hashimoto, donc c'est un problème au niveau de la thyroïde, et les polyarthrite rhumatoïde et le diabète, on va dire c'est pas de bol, tu as le diabète, tu as la sclérose en plaques, c'est pas de bol. Alors qu'en fait, dans 100% des cas, je me répète, si tu supprimes le gluten, tu as une rémission de cette maladie-là, de ces maladies-là, si tu en as une, ou une diminution des symptômes. Dans 100% des cas, tu as au moins une diminution de tes symptômes. Et dans le meilleur des cas, tu peux même aller sur une rémission de la maladie. Donc c'est quand même directement lié. Mais ça, forcément, on ne va pas te le dire parce que déjà, l'industrie du gluten, enfin l'industrie du blé, c'est énorme. Donc on ne va pas te le dire que le blé, c'est catastrophique pour ta santé. On va pas te dire non plus que le lait c'est catastrophique pour ta santé si tu es diabétique parce que ça peut causer du diabète parce que forcément le lait, l'industrie laitière c'est encore plus énorme. Donc en fait on te dit rien alors qu'en fait il y a des études qui ont été faites qui te disent que dans 100% des cas si tu arrêtes le gluten tu as une diminution de tes symptômes de tes maladies auto-immunes. Donc c'est très très important de comprendre ça. Si tu as cette maladie-là, ce que je t'invite, c'est d'arrêter le gluten et tu vas voir que, je vais en revenir par la suite, mais si tu vas voir que tu vas avoir au moins une diminution des symptômes. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai personne qui a cette maladie-là dans mon entourage et qui a essayé d'arrêter le gluten. Mais des études ont prouvé, donc après, voilà, il faut tester si tu as une de ces maladies-là et apparemment dans 100% des cas, tu as au moins une diminution des symptômes. Donc écoute, ça vaut quand même le coup vu comment ça pourrit la vie d'essayer. Hein. Ce que je peux te conseiller si si ça t'intéresse et si tu as des problèmes de santé graves telles que des réactions auto-immunes, des maladies auto-immunes, c'est de lire les bouquins de Julien Vénesson. C'est un auteur pour moi exceptionnel sur le sujet qui parle de nutrition, qui a parlé, moi j'ai lu pas mal de bouquins de lui. C'est très intéressant quand il parle et quand il écrit des livres. Ce que je peux te conseiller, c'est qu'il a écrit un bouquin complet sur le gluten, que j'ai d'ailleurs lu, qui est excellent, et aussi un bouquin complet sur la sclérose en plaques, qui est aussi excellent.
Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu connais quelqu'un qui est victime de ça, ça vaut le coup quand même d'acheter un bouquin. Un bouquin, ça vaut 20 euros. Ça peut vraiment changer ta vie. Donc voilà, si tu vois ce podcast-là, enfin si tu écoutes ce podcast-là, je te conseille d'aller le voir. Et on va passer... donc ça, c'était pour 1% de la population qui va déclencher des réactions auto-immunitaires. Après, dans 10% des cas, dans 10% de la population va être sensible au gluten. 10% de la population. Ça veut dire que tu as 10 amis autour de toi. Tu connais forcément, t'as forcément 10 amis, enfin je te le souhaite en tout cas, ou tu connais 10 personnes dans ton entourage. Il y en a forcément une, statistiquement, qui est sensible au gluten. Forcément une qui va déclencher des symptômes dus au gluten, qui vont être beaucoup moins graves que les réactions auto-immunitaires, mais qui sont quand même très très embêtants. Ça peut être, alors là, si tu te reconnais là-dedans, c'est peut-être qu'il y a un problème. Douleur abdominale et ballonnement, surtout quand tu consommes du gluten. C'est-à-dire que si tu manges du pain, etc., et que tu commences à avoir des ballonnements, des douleurs vraiment très violentes, c'est pas des petites douleurs, voilà, et assez fréquentes. Si à chaque fois tu remarques que tu as régulièrement des douleurs au niveau des abdominaux et aussi au niveau des intestins, des ballonnements, ça peut être dû à ça. Après, des douleurs articulaires, notamment l'arthrose. L'arthrose, douleur articulaire et arthrose. Douleur articulaire, c'est le premier stade et arthrose, c'est le second stade si tu veux. Donc si tu as des douleurs articulaires alors que tu es plutôt jeune, tu as 35 ans, 40 ans et que tu commences à avoir des douleurs articulaires, il y a peut-être un problème au niveau du gluten. Et même de l'arthrose prématurée, peut-être que ça peut venir du gluten, certainement même. Après, diarrhée, constipation, je ne te fais pas un sujet sur ça, je pense que tu sais ce que c'est. C'est quand même assez embêtant, surtout si ça revient toutes les semaines, etc. Ce que je t'invite, c'est encore d'arrêter le gluten. Eczéma ou éruption cutanée, ça peut être aussi un facteur. Fatigue, mais c'est pas fatigue, tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Ça arrive à tout le monde, même ceux qui sont pas du tout sensibles au gluten. C'est vraiment si tu as de la fatigue souvent, régulière, et vraiment, tu n'arrives pas à être en forme, quoi. C'est pas juste une fatigue passagère. C'est vraiment quand tu n'arrives pas plusieurs fois par semaine, tu as des problèmes, tu as des coups de pompe, tu comprends pas d'où ça vient, tu es tout le temps fatigué, etc. Esprit brumeux, donc tu n'arrives pas à réfléchir, etc. Tu n'arrives plus à réfléchir plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, ça te pourrit la vie parce que tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à être concentré. Les maux de tête chroniques qui reviennent tout le temps, tu sais pas pourquoi, tu as mal à la tête, voilà, tout le temps, voilà. Anémie, donc ça l'anémie, c'est le manque de fer, de mémoire, donc ça tu vas le voir dans les prises de sang. Et la dépression, tout ce qui est dépression, c'est dépression, tu as des humeurs dépressives. Donc si tu as un ou plusieurs symptômes que je viens d'y citer là, qui reviennent très souvent dans ton quotidien, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, et que tu ne sais pas d'où ça vient, il y a de fortes chances puisque ça vienne du gluten. Et là, ce n'est pas des trucs qu'on entend, oui, je suis sensible au gluten, etc. C'est quand même des vrais symptômes. C'est des vrais symptômes qu'on peut identifier. Si tu en as un ou plusieurs, ça peut venir du gluten. Parce que, je le répète, il y a 10% de la population, et c'est le minimum, je pense que c'est même plus que ça, qui est sensible au gluten. 10% de la population, c'est pas des cas isolés. Faut pas les prendre pour les fous, ceux qui te disent qu'ils sont sensibles au gluten. En tout cas, moi je le suis pas, mais j'y crois. Quand on me dit ça, franchement, j'y crois. Parce que ça fait flipper. Et quand on lit des bouquins un peu comme ce que je t'ai conseillé tout à l'heure sur Julien Vénesson, etc., qui t'expliquent clairement les choses, beaucoup mieux que moi, forcément, ça fait encore plus flipper. Donc quand même 10% de la population qui est sensible au gluten, c'est quand même énorme. Donc si tu as ces symptômes-là, c'est sûrement dû au gluten. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver aussi à toi. Donc si ça t'arrive, en plus c'est très simple à faire. Parce que tu as juste à arrêter complètement le gluten. Et voilà, on ne demande pas de faire un marathon ou je ne sais pas quoi. C'est juste t'arrêtes de manger du gluten, donc tout ce qui va être farine, etc. Et pour savoir si c'est à cause de ça que tu as ces douleurs-là, tu as juste en plus à arrêter le gluten pendant une semaine. Donc je pense que pendant une semaine, tu peux couper toute source de gluten dans ton alimentation et voir ce que ça donne. Tu arrêtes le lundi, tu fais toute la semaine sans gluten et tu fais les comptes le lundi suivant.
je sais pas moi, si tu avais une fatigue, que tu étais tout le temps fatigué, etc., t'arrêtes le lundi. Et puis tu commences à sentir que le vendredi, tu commences à récupérer, tout de suite ça va mieux, etc. Et t'arrives le lundi suivant, tu fais les comptes, tu te dis, ok, là, je vois un réel bénéfice pour ta santé, pour ma santé, donc j'arrête le gluten. Moi, c'est ce que je te conseille de faire, c'est ce que conseille aussi Julien Vénesson. Donc, voilà, essaye de le faire, et fais-le, si tu le fais, tu le fais sérieusement. Tu vois pendant une semaine si ça t'apporte certaines choses. Si ça t'apporte rien, écoute, reprends ton alimentation. Tu as sûrement beaucoup de chance. Tu es dans 90% des cas. Tu es dans les 89% de la population française qui normalement ne souffre pas du gluten. Donc tant mieux pour toi. Mais si tu vois que tu arrêtes ça et que tu avais des symptômes et que tu n'en as plus, c'est quand même bien. C'est quand même bien pour ta santé. Donc en fait, moi, si tu as ces symptômes-là, soit, j'espère pas, mais tu as peut-être une réaction auto-immunitaire, donc diabète, sclérose en plaques, thyroïde de Hashimoto ou polyarthrite rhumatoïde. Là, je te conseille vivement d'arrêter le gluten. Et même si tu as des symptômes dus au gluten, je te conseille aussi d'arrêter tout simplement et de remplacer tous les aliments avec du gluten par des aliments qui n'en contiennent pas. Parce que, ok, il y en a sur beaucoup d'ingrédients, il y en a partout du gluten, mais si on fait attention, franchement, on peut réussir à enlever le gluten de notre alimentation. Il y a plein d'aliments à remplacer. Ça demande un effort parce qu'on a vraiment, nous en Europe, on a vraiment eu la culture du blé, culture du blé, mais ça demande de changer nos habitudes, c'est clair, mais c'est quand même possible. Et en arrêtant le gluten, vraiment, tu peux avoir un changement radical dans ta santé si tu fais partie de ces 10%-là. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je pense que tu connais à peu près tout sur le sujet. Enfin, en gros, après, j'ai quand même simplifié vachement. Mais au moins, tu sais ce que ça fait sur ta santé concrètement. Le combo avec le lait, l'histoire, comment c'est arrivé avec la famine au Mexique, etc. Et ceux qui sont intolérants et sensibles au gluten, les conséquences que ça a sur leur santé. Donc si tu veux faire le test du sans gluten pendant une semaine pour voir ce que ça a sur ta santé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un PDF. Un PDF où je te liste tous les aliments où normalement il y a du gluten, tous les aliments où il y a du gluten et par quoi tu peux les remplacer, des idées. Si tu ne sais pas par quoi remplacer tes aliments et que tu as envie de faire le test, tu as envie de savoir ce que ça fait sur ta santé, ça se trouve tu as des symptômes, peut-être que tu as envie de savoir si c'est à cause du gluten que tu as ces symptômes-là. Voilà. Donc, je t'ai préparé un petit PDF que tu retrouveras en description. Tu as juste à cliquer en description et tu arriveras sur mon PDF. Tu pourras le télécharger gratuitement, je te l'envoie par mail. Et sinon, si le lien en description ne marche pas, tu peux aussi taper sport, santé, nutrition sur Google et tu tomberas sur mon site et il y a toute la liste des PDF. Tu auras juste à cliquer sur celui qui t'intéresse. Voilà, donc on se retrouve demain pour un prochain épisode qui sera beaucoup plus court parce que là on est à quasiment une demi-heure d'épisode. Donc demain on se retrouve pour un épisode qui sera beaucoup plus cool et plus fun et aussi plus court. Et on traitera un sujet sur le sport, la santé et la nutrition. Bon allez, à demain, ciao et bonne journée à toi.